Bonjour à tous. Nous devons vraiment parler de cet article du New York Times qui est sorti ce week-end. Je parle de celui-ci, qui décrit l'histoire secrète, incroyable et cachée de la guerre de l'Occident avec la Russie menée en Ukraine. Je dis incroyable parce que pour quiconque suit cette chaîne ou d'autres chaînes qui parlent de cette guerre par procuration depuis 3 ans, vous saurez que bien sûr, les États-Unis étaient un belligérant principal dans toute l'affaire. Mais pendant longtemps, pendant 3 ans, on nous a dit que les États-Unis et les Européens ne faisaient pas partie de la guerre, n'est-ce pas? Qu'ils soutiennent l'Ukraine, qu'ils aident simplement, qu'ils livrent simplement des armes. Et au cours de l'année dernière, l'Occident a en fait commencé à changer lentement ce récit. Cet article ici est aussi profond et troublant que possible dans la manière dont le New York Times, le soi-disant journal de référence, le présente. Gardez à l'esprit que si c'est dans le New York Times, c'est pour l'esprit américain gravé dans l'histoire mondiale. La façon dont cette histoire mondiale est maintenant écrite, ou le ton dans lequel elle est écrite par le journaliste, ou propagandiste, si vous pouvez l'appeler ainsi, Adam Antous, est assez incroyable. Le niveau d'aveu que nous recevons maintenant sur la façon dont cette guerre a été menée par les États-Unis est fascinante. Et ce n'est pas le premier article de ce genre que nous recevons. Il y en avait un autre, presque exactement 1 an auparavant, par le même gars, Adam Antous. Je suis désolé, je ne sais pas comment prononcer son nom. Le même journaliste qui a écrit cet article ici, sur la guerre des espions. Comment la CIA aide secrètement l'Ukraine à combattre Poutine. Donc l'année dernière, il a publié cet article dans lequel il avait déjà révélé beaucoup d'informations dont nous avons parlé sur cette chaîne auparavant, discutant de la profondeur des racines de l'intégration et de la militarisation de l'Ukraine par les États-Unis. Mais cela était, pendant au moins 2 ou 3 ans à ce moment-là, encore considéré comme une théorie du complot, n'est-ce pas? Et puis, le New York Times publie des aveux selon lesquels, dès 2016, la CIA a commencé à former une force de commando ukrainien d'élite et que la CIA a également aidé à former une nouvelle génération d'espions ukrainiens qui opéraient à l'intérieur de la Russie, et ainsi de suite. Tous ces aveux montrent à quel point le réseau de la CIA en Ukraine est profond, combien le précurseur de l'opération militaire spéciale de 2022 a été long, et comment l'Occident a vraiment militarisé l'Ukraine. Les États-Unis ont préparé l'Ukraine à combattre contre la Russie, et quel était l'objectif de tout cela? Et maintenant, nous avons, par la même personne, un deuxième article. Et c'est pas juste un article, c'est la moitié d'un livre. C'est un article énorme, énorme, très long et très détaillé. Mais c'est clairement un récit. C'est construit comme un récit. C'est construit comme une hagiographie. L'histoire des saints qui ont combattu cette guerre, qui ont réfléchi et qui travaillaient méthodiquement à la gagner. Ce genre de récit de victoire sur les bons Américains et les courageux Ukrainiens inclut certaines erreurs et incidents en cours de route vers le succès de la guerre, qui bien sûr se termine alors par un non-succès. Vers la fin, l'article culmine sur le point que, oh, maintenant Donald Trump a tout jeté par la fenêtre, et les Ukrainiens, en fait, l'ont gâché. C'est le principal argument de l'article. L'administration Biden a fait tout ce qu'elle pouvait. L'état-major américain, l'armée américaine faisait un travail splendide et donnait les meilleurs conseils. Mais il y a eu des erreurs du côté ukrainien, qui n'ont pas bien mis en œuvre la stratégie. Ensuite, le changement politique aux États-Unis change fondamentalement tout. Mais, vous savez, commençons par le début. Commençons par le fait que l'article établit très clairement que l'Ukraine n'a jamais été seule. Ce n'était jamais seulement soutenu par des armes. Toute la guerre a été directement guidée par les Américains et directement opérationnelle.
Les opérations ont été menées par les Américains. Ils citent même des personnes qui ont apparemment dit que les États-Unis font désormais partie intégrante de la chaîne de destruction. Donc, sans les États-Unis, sans le renseignement américain, sans les coordonnées américaines et le soutien administratif, les Ukrainiens ne seraient pas capables de tuer des Russes, n'est-ce pas? Et puis l'article célèbre en quelque sorte la mort des Russes et le succès des tueries de Russes. C'est un article vraiment, vraiment dégoûtant à de nombreux niveaux différents. Et je vais vous montrer quelques-unes des choses les plus dégoûtantes maintenant. La grande admission ici est que ce qui s'est passé à Kiev ne s'est pas seulement passé à Kiev. Tout a été essentiellement planifié du côté américain. Le commandement ou le quartier général opérationnel était à Wiesbaden, en Allemagne, et les généraux ukrainiens se rendaient régulièrement à Wiesbaden. La connexion entre Wiesbaden et Kiev était directe, et ces personnes allaient vraiment à Wiesbaden, en Allemagne, pour recevoir des ordres directs des États-Unis sur ce qu'il fallait faire. Bien sûr, l'article le présente de manière à toujours s'assurer que les Ukrainiens semblent l'avoir demandé, comme si c'était les Américains qui tendaient la main à contre-cœur. Ils ne voulaient pas vraiment, mais finalement, ils ont pris leurs responsabilités en tant que cette ville brillante sur la colline et ont effectivement aidé le plus faible, n'est-ce pas? Aider le plus faible à gagner une guerre. C'est le récit ici. Je ne peux pas vous montrer l'article entier. A, c'est beaucoup trop long. B, c'est derrière un mur payant, mais j'ai pris quelques captures d'écran juste pour en discuter avec vous. Vous savez, l'article parle au début qu'à un niveau tactique, le partenariat a engendré triomphe après triomphe. Pourtant, à ce qui est sans doute le moment crucial de la guerre à la mi-2023, la stratégie élaborée à Wiesbaden a été victime des politiques internes factieuses de l'Ukraine. Donc c'est vraiment, vous savez, dès le début de l'article, il se décrit lui-même. C'est l'histoire que ce propagandiste crée, que vous savez, tout allait bien. C'était tellement brillant. Et bien sûr, ils utilisent les premières victoires des Ukrainiens en 2022, juste après que les Russes ont changé leur stratégie et sont passés de tenter d'effrayer les Ukrainiens pour conclure un accord à une longue guerre d'usure. Ce qui est, soit dit en passant, quelque chose que l'article ne discute jamais. L'article ne dit jamais que du côté russe, après avril-mai 2022, cela s'est transformé en after April-May 2022 morphed from scare tactics into an attrition war. Des tactiques de peur dans une guerre d'usure. Cela n'est jamais mentionné. On continue de prétendre que tout ce qui intéresse les Russes, c'est le territoire. Et chaque fois que les Ukrainiens gagnent du territoire, c'est une grande victoire pour eux. Et chaque fois que les Russes avancent un peu, cela montre simplement qu'ils ne peuvent pas avancer davantage. À aucun moment, cet article ne discute de l'aspect crucial que pour les Russes, dès l'été 2022. Il est devenu clair que cette guerre porterait sur la destruction de l'infrastructure de l'OTAN et la destruction de toutes les forces ukrainiennes, en traitant et en détruisant tout ce que l'OTAN pourrait lancer contre la Russie en Ukraine. L'article n'aborde jamais ce point. Et vous pouvez voir à quel point tout ce récit est fallacieux. Mais cela devient très mauvais dans la façon dont cette soi-disant enquête essaie de dépeindre la dépendance totale des Ukrainiens et comment les Ukrainiens étaient vraiment juste les exécutants des ordres venus de Washington. Comment elle essaie de transformer cela en quelque chose de plus compréhensible pour l'esprit occidental, n'est-ce pas? Comme un partenariat, au lieu d'une intégration verticale, claire et totale, dans laquelle les Ukrainiens ont été ordonnés d'aller mourir pour les rêves tactiques des Anglo-Américains. C'est vraiment surprenant. Et vous savez, dans d'autres programmes, comme sur le Duran et aussi d'autres commentateurs, ils discutent de savoir si c'est une guerre par procuration ou non.
Je pense qu'Alexander Mercouris a fait valoir que c'est en fait une guerre de coalition et que cet article est aussi une admission que c'est une guerre de coalition. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que nous ayons un mot approprié pour ce que cette guerre est réellement, maintenant que nous avons toutes ces admissions sur la table, de la part de ceux qui la combattaient et qui la concevaient principalement. Parce que, dans une guerre par procuration, généralement, vous avez les grandes puissances qui ont ensuite des forces par procuration, qui se battent entre elles au lieu des grandes puissances. Mais ici, nous avons la Russie qui combat activement à l'intérieur d'un autre État et qui affronte les forces combinées et le potentiel combiné d'une coalition militaire hostile. Donc, c'était une guerre Russie-OTAN, ou c'est une guerre Russie-OTAN, en tout sauf le nom. C'est l'OTAN qui essaie en fait de s'attaquer au plus grand de ses ennemis supposés, sans jamais l'admettre, et en prétendant constamment que ce n'est pas ce qui se passe réellement, afin d'empêcher la Russie de se déchaîner, ce qu'elle a effectivement fait. Ils ont en fait confiné les combats entre l'OTAN et la Russie, au territoire de l'Ukraine, mais ils l'ont fait de manière très très brutale. L'article dit en fait qu'une enquête du New York Times révèle que l'Amérique était impliquée dans la guerre de manière plus intime et large qu'on ne le comprenait auparavant. Encore une fois, tout observateur de cette guerre le comprenait. Si vous ne vous en teniez pas au récit médiatique et à la propagande médiatique en Occident, mais que vous regardiez réellement une analyse militaire appropriée et suiviez les activités politiques, vous verriez comment les Ukrainiens ont pu se battre uniquement avec le renseignement et le soutien des Américains, et aussi des Britanniques et des Français, dans une certaine mesure. Et donc, le fait que nous n'ayons pas eu de troupes britanniques, françaises et américaines officielles sur le terrain n'est vraiment qu'une seule couche du combat qui se déroulait. Il a été décidé par les Américains que cette guerre serait menée avec les Ukrainiens, jusqu'au dernier Ukrainien, en fait, comme nous le verrons également. Ici, nous avons l'article qui nous donne ces images pour peindre cette image héroïque des Américains avec les Ukrainiens regardant des cartes et prenant des décisions conjointes, n'est-ce pas? Alors qu'en fait, l'article ne laisse aucun doute sur qui était en charge de tout, n'est-ce pas? Nous avons ce passage ici, et il parle bien sûr des lignes rouges, des... We have this passage here. The story of the partnership shows how close the Americans and their allies sometimes came to the red line, how increasingly dire events forced them, some said too slowly, to advance it to more perilous grounds, and how they carefully devised protocols to remain on the safe side. And they're talking, of course, of the red lines of the Russians, because these people, and the article... Les Russes, parce que ces personnes, et l'article ici l'admet, étaient conscientes que les Russes pourraient recourir au nucléaire à tout moment, n'est-ce pas? Et que cela pourrait devenir une troisième guerre mondiale nucléaire totale, et que ces personnes étaient prêtes à prendre ce risque. C'est le niveau de folie dans lequel ces psychopathes militaristes sont réellement entrés, au lieu de négocier une fin à la guerre. Au lieu d'avoir, en avril 2022, un compromis, un accord de neutralité pour l'Ukraine, d'avoir les accords d'Istanbul signés, au lieu de cela, ils voulaient aller jusqu'à la Troisième Guerre mondiale, si nécessaire. Et après coup, ce propagandiste essaie maintenant de vous faire croire que cela a été soigneusement élaboré. Tu sais, tout était bien calculé, et on s'assurait toujours que rien ne s'envenime. Je veux dire, ces personnes, les adultes dans la pièce, étaient chargés de veiller à ce que les lignes rouges ne soient pas franchies. C'est une pièce de propagande absolument stupéfiante. Finalement, l'armée et la CIA ont reçu le feu vert pour permettre des frappes précises au cœur même de la Russie, ce qui est l'une des admissions que nous lisons dans cet article. Donc oui, ce sont les États-Unis qui ont donné le feu vert pour faire tout cela. Tu sais, tous les niveaux d'escalade que l'OTAN a ensuite soudainement déclenchés, utilisant son renseignement, etc., pour tirer de l'équipement de l'OTAN en Russie même.
equipment into Russia proper. All of that was signed off, of course, by the Americans. Tout cela a bien sûr été approuvé par les Américains, par Washington, alors qu'ils prétendaient encore ne pas en faire partie, que toutes les décisions opérationnelles étaient laissées aux Ukrainiens. Non, ce n'était pas le cas. Les décisions opérationnelles ont été prises par les États-Unis. C'était, et l'article ici admet exactement cela, les États-Unis décidant où et quand tuer des Russes. Point. Ils l'ont fait tout en prétendant que ce sont les Ukrainiens, n'est-ce pas? L'article donne ensuite l'image des protagonistes, les héros du récit. Le ministre de la Défense, M. Austin, est loué à plusieurs reprises pour sa compétence. Le général Cavoli et le général Donahue, les Américains aux États-Unis, et le général Milley aux États-Unis, n'est-ce pas? Et puis, très intéressant bien sûr, seulement 3 Ukrainiens ont un rôle à jouer. Le ministre de la Défense Reznikov, le général Syrski, qui est ensuite devenu le chef des forces armées ukrainiennes, et le général Zabrodsky, qui était le principal agent de liaison du côté ukrainien, selon cet article. C'est tout simplement fantastique comment cet article loue à plusieurs reprises les militaristes sous l'administration Biden pour la manière brillante dont ils ont analysé la situation et leur capacité à tuer des Russes à maintes reprises. And how well they were able to kill Russians time and again, and of course always escalated. And don't give the Russians. Et bien sûr, toujours escaladé. Et ne donnez pas non plus d'agence aux Russes, n'est-ce pas? Ils sont juste là. Ils ont juste été exterminés par les Américains. Et vous savez, ils célèbrent vraiment cela. Il y a des passages ici qui sont absolument révélateurs, aussi dans la façon dont cette personne utilise les citations, n'est-ce pas? Lors de la conférence internationale, le 26 avril à la base aérienne de Ramstein en Allemagne, le général Milley a présenté M. Reznikov et un adjoint de Zaluzhny, Cavoli et à Donahue. « Voici vos gars ici », leur a dit le général Milley, ajoutant « Vous devez travailler avec eux, ils vont vous aider. » You've got to work with them. They're going to help you. Bounds of trust were being forged. Les limites de la confiance étaient en train d'être forgées, dit l'article, alors que la citation des personnes qu'il mentionne dit en réalité comme vous devez vous engager avec ces personnes. Donc c'est un ordre, n'est-ce pas? C'est évidemment les Américains qui font asseoir les Ukrainiens et leur disent quoi faire, et établissent une chaîne de commandement qui va ensuite des Américains aux Ukrainiens, qui doivent ensuite mettre cela en œuvre. C'est alors encore présenté comme des liens de confiance étaient en train d'être forgés. C'est incroyable. Et l'article prend grand soin d'expliquer cela aussi au niveau personnel, n'est-ce pas, pour créer cette histoire de héros. Vous pouvez voir comment cette personne pense en termes de Top Gun. C'est un film Top Gun pour la personne qui a écrit cela. Et il a atteint le niveau Top Gun de la narration ici. Absolument dégoûtant. Et juste pour enfoncer le clou, à quel point ces gens sont réellement incompétents, on nous donne un petit passage sur le général Donahue, qui était apparemment une star dans le monde clandestin des forces spéciales. Parce que côté des équipes de tueurs de la CIA et des partenaires locaux, il avait traqué les chefs terroristes dans l'ombre de l'Irak, de la Syrie, de la Libye et de l'Afghanistan. Vous savez comme être un psychopathe américain qui parcourt le monde en tuant des gens, faisant partie d'une équipe de tueurs pour tuer des étrangers sur un sol étranger et simplement les exécuter, n'est-ce pas? C'est la personne qui est louée ici comme l'un des meilleurs Américains en Europe, qui commandait les Ukrainiens au début, ce monstre Donahue, psychopathe. Je veux dire, je ne peux pas, mais il n'est pas seulement un psychopathe. Il est aussi, je veux dire, ces gens sont aussi des psychopathes inutiles. Lisez simplement ceci. En tant que leader de la force de mort d'élite, il avait aidé à établir un partenariat avec les combattants kurdes pour lutter contre l'État islamique en Syrie. Et maintenant, clignez des yeux un instant. Et rappelez-vous qui est maintenant le gouvernement de la Syrie. Que maintenant, le gouvernement de la Syrie est une branche d'ISIS, Al-Nusra. Et que maintenant, vous avez Al-Jolani qui dirige la Syrie,
n'est-ce pas, avec l'accord de l'Occident et de ces gens. Je veux dire, il est salué comme quelqu'un qui a combattu ces gens juste pour que tous ces endroits explosent. Et vous savez l'Afghanistan aussi, n'est-ce pas? L'Afghanistan est à nouveau dirigé par les talibans. Ces gens tuaient, violaient et pillaient l'Afghanistan pendant 20 ans, juste pour que les talibans soient remplacés par les talibans. Et ils violaient, pillaient et saccageaient la Syrie, juste pour que la Syrie soit ensuite dirigée par les gens contre lesquels ils ont apparemment combattu, l'État islamique. Et puis nous oublions commodément cela. Donc c'est l'un des protagonistes du côté américain. Ce psychopathe, Donahue, est l'un des protagonistes. Et vous savez, ça continue encore et encore. L'article dit que beaucoup de pays voulaient soutenir l'Ukraine, mais quelqu'un devait être le coordinateur pour tout organiser, résoudre les problèmes actuels et déterminer ce qui serait nécessaire à l'avenir. J'ai dit au commandant en chef, nous avons trouvé notre partenaire. Et bien sûr, cet Ukrainien est décrit comme parlant de la situation. Les Américains ont pris les devants et ont soutenu l'Ukraine. C'est ainsi que l'article rationalise cette intégration et la capture totale de l'État. Je veux dire, l'Ukraine a été complètement, totalement capturée, y compris l'armée, étant soumise et utilisée comme un outil par l'OTAN pour combattre l'ennemi juré, la Russie. C'est absolument stupéfiant. Et ce général Donahue a expliqué que ce sont les Ukrainiens qui combattaient et mouraient, testant l'équipement et les tactiques américains et partageant les leçons apprises. Grâce à vous, a dit Donahue, nous avons construit toutes ces choses que nous n'aurions jamais pu. Le niveau d'admission est stupéfiant. C'est stupéfiant. Je veux dire, Donahue est cité en train de remercier les Ukrainiens de faire le sacrifice, n'est-ce pas? D'être les moutons menés à l'abattoir. Et il les remercie réellement pour cela. C'est ahurissant. Et puis la partie la plus révoltante de l'article est qu'il se plaint à 3 reprises que les Ukrainiens ne sacrifient pas encore plus de personnes. Ici, lisez ce passage. L'âge de conscription ukrainien était de 27 ans. Le général Cavoli, le général américain Cavoli, qui avait été promu commandant suprême des forces alliées en Europe, a imploré le général Zalushny de faire entrer vos jeunes de 18 ans dans le jeu. Mais les Américains ont conclu que ni le président ni le général ne prendraient une décision aussi politiquement chargée. Je veux dire, pouvez-vous écouter ce langage de cette personne? Vous mettez vos jeunes de 18 ans dans le jeu. C'est du matériel dystopique. Nous parlons ici d'un général américain ordonnant à leurs homologues ukrainiens de sacrifier de jeunes enfants. Les garçons et les filles de 18 ans sont des enfants. Ils sont faibles. Le cerveau n'est même pas complètement développé avant l'âge de 25 ans. Et cette personne veut que ces enfants ukrainiens, meurent pour les plans que les Américains élaborent. Les Américains ordonnent ensuite aux Ukrainiens de mettre en œuvre, et lorsque les Ukrainiens ne mettent pas en œuvre de la manière que les Américains souhaitent, ils s'en plaignent. Ensuite, l'article blâme en fait les Ukrainiens pour ne pas avoir réussi. Et puis ces gens demandent du sang encore plus jeune, de la chair encore plus jeune. Je veux dire des vampires. Les vampires sont plus humains. Les animaux sont plus humains que ça. C'est une cruauté totale. Ces salauds, le général Cavoli, et ainsi de suite, qui demandent le sang des Ukrainiens, au lieu, encore une fois, au lieu des négociations, au lieu de ce qui aurait pu être obtenu en avril 2022, au lieu de réellement parler et négocier avec les Russes, ils veulent que du sang plus jeune meure pour eux, soit versé pour eux. C'est absolument dégoûtant. Ces décisions impliquant la vie et la mort, et quel territoire vous valorisez plus et quel territoire vous valorisez moins, sont fondamentalement des décisions souveraines, a expliqué un haut responsable de l'administration Biden. Tout ce que nous pouvions faire, c'était leur donner des conseils.
the article comes back. Donc, vous savez, l'article revient là-dessus, disant « Comme vous le savez, nous avons conseillé, mais ensuite, les Ukrainiens ne l'ont pas suivi. Et les Ukrainiens ont choisi ce terrain et ont défendu Bakhmut au lieu de suivre ce que nous avions dit de poursuivre, et ainsi de suite. » Il essaye de tout ramener au fait que les Ukrainiens n'écoutent pas et ne sont pas assez intelligents, tout en disant aussi que les Ukrainiens, encore une fois, auraient dû simplement sacrifier plus de personnes. Permettez-moi de vous donner peut-être celui-ci ici. Encore une fois, vous savez, Austin, le secrétaire américain à la Défense, raconterait plus tard comment il a contemplé ce déséquilibre de main-d'œuvre en regardant par la fenêtre de son SUV blindé, se faufilant dans les rues de Kiev. Il a été frappé, a-t-il dit à ses assistants, par la vue de tant d'hommes dans la vingtaine, presque aucun d'entre eux en uniforme. Dans une nation en guerre, a-t-il expliqué, les hommes de cet âge étaient généralement partis au combat. Pouvez-vous comprendre le mépris total que le secrétaire Austin a pour la vie humaine? Qu'il veut que ces gens soient au front, ces jeunes d'une vingtaine d'années, ces gamins au front, des gens qui devraient être à l'université. Et il dit, non, non, ils ne devraient pas être à l'université. Ils devraient être en première ligne. Ils devraient mourir pour ce que nous leur disons. Parce que nous avons un déséquilibre, n'est-ce pas? C'était le point, bien sûr, en 2024, quand il est devenu clair que les Russes surpassaient largement les Ukrainiens et que les Russes n'ont pas seulement à ne pas utiliser la conscription, ils ont assez de volontaires pour se battre. Et les Ukrainiens, non. Et c'est à ce moment-là que les Américains, encore une fois, poussaient pour que plus d'Ukrainiens, les derniers Ukrainiens, soient sacrifiés. C'est le genre de personne, c'est le genre de monstre, de bête militariste absolue, qui, une fois que les jeunes de 18 ans sont tous morts, enrôlerait les jeunes de 16 ans, puis ceux de 14 ans, puis ceux de 12 ans. Ensuite, ils enverraient les grands-mères et les grands-pères mourir. Et puis, ils empoisonneraient probablement leurs propres enfants, n'est-ce pas? C'est ce que les nazis ont fait. C'est ce que les Allemands ont fait, n'est-ce pas? Les dirigeants ont commencé à empoisonner leurs propres enfants. Ce sont les nazis. Ce sont les nazis. C'est la mentalité nazie. C'est la mentalité allemande nazie, exprimée ici par le secrétaire à la Défense, Austin, sur la façon dont vous devez sacrifier des générations toujours plus jeunes. Et au lieu d'abandonner, au lieu d'utiliser d'autres outils, vous continuez encore et encore. C'est ce que les Japonais n'étaient pas prêts à faire. Les Japonais se sont rendus en 1945. Ils ont abandonné parce qu'ils n'étaient pas prêts à sacrifier 2, 3, 4, 5 millions de leurs concitoyens, ce qu'ils savaient qu'ils devraient faire si les Américains débarquaient sur les côtes du Japon et devaient se battre là-bas, plus qu'à Okinawa, à Honshu, et ainsi de suite. Les Japonais ont dit « Nous n'allons pas faire cela, nous n'allons pas sacrifier. Nous préférons nous rendre et accepter ce qui découlera de la reddition. Mais nous n'allons pas atteindre ce niveau de barbarie contre notre propre peuple. » Le problème ici, bien sûr, est que les Ukrainiens ne sont pas des Américains, n'est-ce pas? Les Ukrainiens sont sacrifiables. Les Ukrainiens peuvent être abattus. Cela ne fera pas de mal sur le plan intérieur. Et c'est le génie maléfique et brillant des Américains qui ont trouvé comment enrôler des nations étrangères pour mener leur guerre. C'est vraiment au-delà de ma compréhension. Et encore une fois, vers la fin de l'article, M. Pascal a impressionné M. Zelensky pour qu'il prenne une mesure plus grande et plus audacieuse et commence à enrôler des jeunes de 18 ans. Et l'article en parle non seulement comme un fait, mais comme si c'était ce qui aurait dû se passer. C'était important, vous savez. Et encore une fois, les Ukrainiens ont résisté. Et c'est la seule chose pour laquelle je dois féliciter les Ukrainiens et Zelensky de ne pas l'avoir fait. Je veux dire,
c'est le dernier sursaut de réflexion nationale pour le bien-être national qui a réellement empêché les Ukrainiens d'atteindre ce niveau. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas sacrifier toute la prochaine génération. Nous avons déjà assez sacrifié. L'article, au-delà d'être un témoignage du niveau d'intégration militaire, d'intégration opérationnelle, est aussi un témoignage de la pure inhumanité de toute cette affaire. Et le fait, bien sûr, que de l'autre côté, les Américains savaient que les Russes menaient cette guerre d'usure, n'est-ce pas? Ils savaient que tout cela dépend de qui tient le plus longtemps et qui a la meilleure capacité de combat. Et les Russes avaient la meilleure capacité de combat. Les Russes sont en train de décimer. Les Russes ont toujours dit, Poutine a déclaré publiquement, eh bien nous les saignons. Plus il nous envoie de gens, plus nous en tuons. Et c'est absolument horrible. Mais c'est ce que c'est la guerre. Et du côté russe, c'est tout aussi horrible. Mais du côté américain, sachant que c'est dans quoi vous vous engagez, et sachant que l'alternative est des négociations diplomatiques, la façon dont elles se déroulent maintenant, n'est-ce pas? La façon dont le président américain a décidé, changeons de stratégie. Et vous avez en fait des pourparlers, n'est-ce pas? Qui se déroulent à Riyad. Vous avez en fait un processus de paix qui a été sciemment rejeté par les Américains, tout en blâmant les Russes de ne pas vouloir discuter, qui ont dit qu'ils étaient prêts à discuter, qui étaient presque sur le point d'avoir un accord en avril 2022, et l'avaient été tant de fois auparavant, également avec les accords de Minsk, etc. C'est un crime horrible. Un crime horrible. Et le fait que cet article fasse encore partie de la manipulation de l'histoire vers un récit héroïque dans lequel ce crime n'est pas un crime, mais une vertu, cela me prive de beaucoup de ma foi en l'humanité. Mais vous savez, dans une large mesure, c'est de l'ignorance. Et c'est une ignorance imbriquée. C'est une stupidité imbriquée de tant d'acteurs stupides. Parce que le journaliste stupide qui a écrit l'article stupide croit évidemment qu'il est du bon côté de l'histoire. Et il est juste en train de se préparer pour un prix Pulitzer, parce qu'il a écrit l'histoire secrète de cette guerre. Stupidité. Nous allons échouer. Nous allons échouer à cause de ce manque, cette incapacité à simplement ne pas nous entretuer. Un article horrible. Un article horrible. Si vous devez payer pour cela, ne le faites pas. Si vous pouvez obtenir l'article gratuitement quelque part, convainquez-vous simplement de l'inhumanité de l'Occident en parcourant cet article. Bonne nuit. Good night.